Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon, avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Il y a des designers de mode, des designers d'intérieur ou encore des graphic designers, mais c'est au design d'objets que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Je reçois à mon micro Marta Bakowski, créatrice de son propre studio de design. Après des études à Londres et un passage par Berlin, Marta décide de rentrer en France et crée en 2013 son propre studio de design, avec pour objectif d'y développer du mobilier et des objets d'intérieur. Adepte du sur-mesure, Marta travaille sur différents projets, comme la conception de luminaires pour Roche-Beaubois ou encore une collection d'art de la table pour Maison Matisse. Dans cet épisode, Marta nous raconte son quotidien en tant qu'indépendante, son processus de conception et les rouages de ce métier qui lie imagination, création et artisanat. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation. Bonjour Marta. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir au sein de ton atelier. Alors Marta, ma première question va être très simple. Est-ce que tu peux commencer par te présenter avec tes mots, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Marta Bakowski, je suis designer d'objets, de mobilier, mais aussi avec une spécialisation sur la couleur et la matière. Et voilà, je suis à mon compte depuis 2013. Voilà, j'ai monté mon studio en revenant à Paris après pas mal d'années à l'étranger. Et voilà, la vie suit son cours depuis. Et j'ai vu que ton père était artiste peintre. Est-ce que ce sont tes parents qui t'ont transmis le goût de l'art ? Alors oui, je pense forcément, quand on grandit dans des appartements avec un grand atelier, des peintures partout, des sculptures partout, parce qu'il est aussi restaurateur d'objets d'art, forcément ça influe. Ma mère travaillait dans le théâtre à l'époque quand ils étaient en Pologne, donc je suis d'origine polonaise, j'ai vécu avec une double culture à la maison. Et donc oui, forcément, de voir des toiles, des outils partout, de se balader dans ces espaces d'atelier, ça a forcément un impact. Et c'est vrai que de mes souvenirs, un de mes premiers jouets, c'était une boîte de pastels que j'ai récupérée, voilà. Et c'est quelque chose qui m'a suivi, en tout cas qui m'a permis de pas avoir froid aux yeux quand il s'agissait de prendre cette direction-là. Oui, et ça a été une évidence pour toi de travailler dans un milieu créatif ? Ouais, bah carrément. Au départ, c'était pas forcément le design tout de suite. Au départ, je voulais m'orienter plutôt vers des études d'art type beaux-arts. Mm-hmm. Puis finalement, j'ai plutôt viré vers ce qu'on appelle les arts appliqués. Donc beaux-arts, on est plus dans un travail d'artiste. Arts appliqués, on commence déjà à rentrer dans des choses plus un art plus fonctionnel. Donc graphiste, designer d'objets, designer d'espace, ce genre de choses. Et c'est ça qui m'a menée après 2 années de prépa vers des études vraiment spécialisées dans le milieu du design. Ouais. Alors justement, on va parler un peu de ton parcours. Est-ce que tu peux un peu nous raconter, j'ai vu que tu as fait tes études principalement en Angleterre. Ouais. Alors pourquoi ce choix d'avoir... Pourquoi ce choix ? Alors la Sainte Martins, déjà, c'était la première école que j'ai faite là-bas en un bachelor degree, donc c'est l'équivalent de la licence en France. Mm-hmm. Et c'est une école qui m'a pas mal fait rêver plus jeune parce que quand je me cherchais, voilà, je savais pas encore vraiment vers quoi me diriger. Je voulais faire des études de mode, le stylisme de mode. Voilà, marcher sur les grands pas d'Alexander McQueen, Galliano, etc. Et il se trouve que j'avais une tante rattachée dans la famille qui travaillait dans une école de mode au Canada et qui m'avait parlé de cette école-là. Donc c'était devenu un peu cette espèce de saint graal qu'il fallait que j'atteigne au moment des études. Et malgré tout ce parcours où je me cherchais pas mal, j'ai finalement réussi à rentrer à la Sainte Martins, mais en design produit. Donc vraiment en me spécialisant dans le design d'objets, de mobilier, ce genre de choses. Et à ce moment-là, tu as su que tu voulais travailler dans le design ? Alors non, je pense que en fait, tu sais, mais même aujourd'hui, je sais pas si j'ai encore envie de travailler dans le design. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tellement yo-yo. De toute façon, ces métiers-là de création, je pense que les créateurs, de manière générale, sont des gens assez hypersensibles et on se questionne constamment. Enfin, on est constamment
ouais, on est constamment à la recherche de soi, d'un idéal, on a cette espèce de but qu'on veut atteindre, qu'on n'atteindra probablement jamais, ou en tout cas par étapes, enfin je sais pas. Mais ça y est, j'en ai perdu le fil. Mais oui, disons que je savais que le design allait être un métier qui est suffisamment polyvalent pour me permettre de toucher absolument à tout. Et parce que je suis un peu comme ça, je suis un peu une butineuse. C'est vrai qu'en France ici c'est perçu un peu comme un défaut. Moi au contraire j'essaie d'en faire une qualité. J'aime bien toucher à plein de matières différentes, à plein de techniques de production différentes, tu vois. Donc le design me permettait ça, et je pouvais autant me diriger vers du design d'électronique que je sais pas, du mobilier, ou carrément je sais pas, pourquoi pas un jour virer dans le design textile. Enfin tu vois, t'as vraiment le design c'est un monde qui est hyper riche. Il y a plein de métiers, il y a des métiers qui sont en train de naître tous les jours. À l'époque où moi j'étudiais, une des sections design qui étaient les plus jeunes, c'était ce qu'ils appelaient interaction design. Donc tu vois, tout ce qui est lié à l'électronique, l'interaction sociale, ce genre de choses. Et maintenant c'est devenu complètement mainstream, tu vois, c'est un truc mais à l'époque c'était très nouveau, donc c'est ça qui est chouette, c'est que c'est le principe même du métier, c'est conceptualiser quelque chose, comment améliorer quelque chose, tu vois. C'est un peu ça le principe. c'est très réduit, mais Et si on reprend un petit peu ton parcours, donc tu as fait 4 ans à la St. Martin's School, où là, du coup, tu travailles vraiment toute la partie design. Ouais. Et ensuite, tu continues tes études en Angleterre. Oui, je continue au Royal College of Arts. Aucune envie de rentrer en France à ce moment-là ? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Non, St. Martin's, j'ai passé... alors, c'est drôle parce que je me foutais souvent de mes parents quand ils me disaient « Tu verras, tes études, c'est les plus belles années de ta vie ». J'étais là, ouais, c'est ça, parle toujours. Et en fait, rétrospectivement, oui, c'est absolument fantastique. Tu te retrouves dans une école, déjà le bâtiment est historique, tu te retrouves dans une classe avec, je sais pas, enfin, t'as pas assez de doigts pour compter le nombre de nationalités avec lesquelles tu bosses. Tes profs, c'est souvent des personnes hyper inspirantes qui ont travaillé avec les meilleures marques, les meilleures manufactures, donc ils ont plein de choses à t'apprendre. Et puis après c'est la fraîcheur de Londres, quoi. C'est la folie de Londres même. T'as ce côté hyper. Les Londoniens, c'est des punks qui boivent le thé à 5 heures, tu vois. Donc c'est vraiment c'est une ville pleine de contradictions, mais qui est hyper avec une énergie folle, vraiment. Donc non, pas du tout envie de rentrer. Donc du coup, j'ai continué mon cursus. Donc je suis passée au Royal College en master. Et c'est intéressant parce qu'en France, on a l'habitude, on va souvent enchaîner licence et master l'un après l'autre. Alors que, comme j'avais déjà pu te dire, je crois, en Angleterre, c'est différent. Les étudiants vont souvent faire un bachelor et ensuite partir bosser quelques années, histoire de se faire la main dans un studio ou autre, et revenir faire un master avec pour but de se spécifier ou alors s'affirmer en tant que créateur et poursuivre un projet qu'il pourrait pas poursuivre ailleurs que au sein d'une école. Donc pour le coup là, c'était un peu des années plus difficiles pour moi parce que je suis arrivée, j'étais parmi les plus jeunes de cette classe-là. Et j'avais le sentiment d'être pas encore assez mature en fait pour je me suis jamais vraiment sentie à ma place dans cette école-là. Bon, après n'empêche que c'est une école fantastique dans le sens où t'arrives là-bas, ils te prennent, ils te secouent tout ce que tu sais à la caisse, et ils te font vraiment sortir de ta zone de confort. Et du coup ils te font aller dans des chemins du design qui sont complètement insoupçonnés, quoi. Enfin, jamais j'aurais pensé me retrouver à présenter un diplôme où j'ai fabriqué des prototypes de montures de caméras gyroscopiques élaborées avec un mec dans un atelier qui a bossé dans l'aéronautique. Enfin, tu vois, j'ai vraiment complètement viré de bord. Et passé cette étape-là, une fois que j'ai eu mon diplôme, donc pareil, super à l'anglaise, diplôme au Royal Albert Hall en grande pompe, voilà, tu mets dans tout ça un peu une ambiance Harry Potter et t'y es.
Donc hyper chouette. Et là, il était temps de tourner la page. Et je cherchais donc du coup de rentrer dans le monde du travail. Et c'est là que j'ai commencé à regarder un petit peu des studios qui m'intéressaient. Et il y avait entre autres le studio d'une designer qui s'appelle Ella Jongerius, qui est une designer néerlandaise hyper reconnue dans le métier et qui a cette particularité d'être hyper elle prend à cœur de promouvoir la couleur dans l'industrie. Et j'ai eu la chance de commencer déjà par faire un stage chez elle qui plus tard s'est transformé en boulot. Et donc ça m'a amené à Berlin pendant un petit peu moins de 2 ans. Et est-ce qu'à la sortie de ton école, tu avais déjà mis en avant un parti pris créatif? C'est-à-dire, est-ce que tu commençais déjà à te créer ta propre identité? Alors, dans ma tête, oui. Ouais. En fait, il y a toujours un énorme décalage entre ce que j'imagine. Enfin, j'avais des centaines d'idées en tête et derrière ça, le temps de tout mettre en place, surtout quand t'es à tes tout début, que t'as pas forcément les moyens donc toi, t'arrives pleine de bonne volonté avec un portfolio puis t'es pas très mature encore, donc tu présentes des choses en disant oui, je suis capable de faire ça, et en fait, tant qu'ils le voient pas, tu vois, en écrit noir sur blanc ou en image, voilà. Je sais pas si si j'étais assez claire, mais bon, oui, non, je pense que je me suis beaucoup construite. Du moins, j'ai reviré de bord. J'ai retrouvé cette passion pour la couleur que finalement j'avais en moi depuis l'enfance, grâce à ce passage par le studio berlinois. Dans le studio berlinois, ce qui était chouette, c'était que je voyais comment le travail de la couleur était appliqué dans l'industrie. Donc en l'occurrence, cette designer, Ella Jongerius, elle a été, on lui a proposé de devenir directeur artistique chez Vitra, qui est un des plus gros éditeurs qui existe à ce jour. Alors, juste pour rappeler la différence, donc un éditeur dans le monde du design, voilà, ce sont des grandes maisons, c'est ça, enfin des maisons qui proposent à des designers de créer des produits. Alors oui, et pas que. Alors pareil, oui, en général, ce qui va se passer, c'est que des marques. Des grandes marques qui produisent du mobilier, donc tu vas avoir les grosses pièces, le mobilier, les canapés en général, les tables, les chaises, ce genre de choses. Ensuite, tu as la catégorie plutôt ce qu'on appelle accessoires de maison. Donc vraiment les tapis, les petits mobiliers, les petits guéridons, enfin voilà, toutes les petits agréments. Et t'as la catégorie luminaire. En gros, c'est souvent comme ça qu'est divisé le monde d'une marque dans l'édition. Et ces marques vont avoir soit des bureaux in-house, donc des designers en interne qui travaillent sur des collections à venir, soit effectivement ils vont faire appel à des designers extérieurs indépendants. Le plus souvent des designers de renommée, parce que ça fait tourner le business, et ils vont soit lancer un brief à ce designer, soit c'est le designer qui va envoyer des dessins à l'éditeur en disant voilà, j'ai dessiné tel et tel objet, je pense que ça rentre bien dans votre ligne éditoriale, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, oui ou non, la machine est lancée, quoi. D'accord. Et donc après, tu veux que je te raconte le processus peut-être? Peut-être, vas-y. D'accord. Donc dans mon cas par exemple, on peut parler de la chance. J'ai dessiné une lampe. C'était en 2015, un peu avant 2015. Une applique murale en forme de masque africain, inspirée de masque africain. Et j'avais déjà, alors pour le coup, je suis arrivée vraiment avec le design clé en main, quoi. J'avais déjà le dessin du luminaire. J'avais carrément fait produire un prototype. D'accord. Donc j'ai trouvé un prestataire qui travaille le métal, qui a pu me faire la découpe laser, qui a pu me plier la tôle et qui a pu me la thermolaquer, donc lui donner une couleur. Et je suis arrivée avec ça donc chez l'éditeur en lui disant voilà. Ça pourrait coller avec votre identité et voilà votre esthétique. Et effectivement, ça a super bien fonctionné. Ils avaient plus qu'à développer les derniers détails.
Et ensuite, mettre en place toute la communication, la présentation dans les salons et ce genre de choses. Et c'est vendu en exclusivité chez un seul éditeur ou tu peux le vendre? C'est en enfin, c'est vraiment le... toi, tu as les droits d'auteur, tu as les droits de paternité, disons. Et l'éditeur, lui, a les droits d'exploitation de l'œuvre. On est d'accord que ton nom est mentionné sur le produit. Ouais, donc c'est toujours comme ça d'ailleurs. T'as la lampe sorcier, design par Martha Bakowski pour la chance, tu vois. D'accord. Okay. Et c'est ainsi que tu as souvent ces mentions-là, sur les packaging, etc. Après, ça dépend. Là, c'est particulier, mais il y a des. Si j'étais designer freelance, par exemple, pour Monoprix, c'est très possible que pour certaines gammes, mon nom n'apparaisse pas parce que c'est un boulot qui revient. Régulièrement et tu te présentes pas comme un designer auteur. Donc qu'est-ce que c'est designer auteur? Alors ça va être hyper binaire ma manière de décrire ça. En gros, tu peux dire qu'il y a très très grosso modo, il y a deux types de designers. T'as les designers qui sont plus dans l'exécution. Donc typiquement ces designers qui travaillent en interne, il y a des managers qui vont leur donner un certain nombre de briefs, ils savent déjà vers quoi ils veulent aller pour la collection, je sais pas, été-automne de l'année prochaine, donc ils savent que la prochaine tendance ça va être le rotin par exemple, je suis métisse, donc matière naturelle, rotin, ok, on fonce là-dedans. Et donc souvent ils doivent répondre à ce brief et leur nom n'apparaît pas. Tandis qu'un designer auteur, ça va jaser si on m'écoute, mais un designer auteur, ça s'apparente presque à un métier d'artiste en fait. C'était vraiment, c'est à travers tous ces objets, peu importe avec qui tu collabores, toi tu continues à développer ton identité en tant que créateur, tu vois. T'as vraiment. Toi, tu te considères comme designer auteur aujourd'hui? Ouais, je pense. Et encore, je pense, on est dans une période. Hyper intéressante dans le monde c'est assez je suis un peu hybride quoi, je suis un peu le cul entre 10 chaises parce que comme je te disais tout à l'heure, je bosse beaucoup dans le monde de l'artisanat aussi, mais je peux pas m'appeler artisan, tu vois. Je pense qu'il y a certaines règles quand même pour devenir et être artisan. Je suis un espèce de passeur, je suis entre tous ces métiers là, tu vois. Et mais c'est ce que j'aime bien cet électron libre et pouvoir un jour m'improviser céramiste, le jour d'après devenir canneuse, tu vois, et travailler je sais pas des matières textiles, enfin voilà, il y a c'est un choix en tout cas identitaire. Tu vois, ça fait partie de quand on dit Martha Bakowski, je pense on pense instantanément couleur et travail très bizarre de la matière. Voilà. Donc si on devait me tamponner un truc sur le front, ce serait ça. Mais tu peux très bien avoir d'autres designers qui vont être plus dans la féminité, dans la courbe, la légèreté, quelque chose de beaucoup plus japonais peut-être, ou avoir carrément des designers hyper presque d'un mouvement brutaliste, tu sais, qui travaille la matière à coups de marteau. Enfin voilà. Ça existe plus vrai. Enfin oui, ça existe toujours bien sûr le métier purement de designer industriel, mais c'est pas ce dans quoi moi je vogue en ce moment. Et si on reprend un petit peu le fil de ton parcours, tu rentres du coup en 2013, c'est ça, de Berlin. Ouais. Et donc tu décides de créer ton propre studio. Et du coup, tu commences à monter ta boîte. T'as pas encore de portfolio, t'as pas encore de création. Mais non, rien. Alors justement, comment est-ce que tu débutes? Quelle est ta première création? Est-ce que c'est justement ce masque? Ouais, il y a eu entre autres. En fait, donc retour à Paris, retour chez les parents. Voilà, c'est pas désagréable, mais bon, ça te fait un petit coup au moral quand même. Non, c'était chouette parce que j'avais la chance de pouvoir profiter d'un espace de travail là-bas. Mes parents ils habitent dans un immeuble d'artistes en fait, où il y a l'atelier qui est relié à l'appartement. D'accord.
Et donc j'avais un petit coin où je pouvais faire mon petit bazar et voilà, essayer des choses. Et j'ai commencé avec rien. C'est vrai que j'ai commencé avec ce que j'avais sous la main, tu vois. Donc un peu d'argent, un petit tour au BHV. J'ai acheté des cordes et des matières qui m'intriguaient et j'ai commencé à bidouiller avec, quoi. C'était vraiment de la bidouille. Et à force de bidouille, j'ai développé un semblant de début de portfolio. C'était assez pour pouvoir présenter ma candidature pour intégrer les ateliers de Paris. Les ateliers de Paris, c'est un incubateur qui est dans plein cœur de Paris, vers Bastille. Et voilà, et c'était une chance super parce que tu arrives dans un endroit où tu as des ateliers partagés ou des ateliers séparés tu te retrouves avec plein de créateurs d'horizons différents. Il y a du designer d'objets comme moi, t'as des graphistes, des artisans, des gens qui travaillent dans le bijou. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et alors oui, t'arrives. Moi, j'étais là encore une fois la petite jeune, je savais pas où j'allais. Je voyais en face de moi des designers qui avaient déjà un petit peu plus de bouteilles, donc c'est hyper impressionnant. Et en fait, au bout de quelques mois, tu te rends compte que comme toi, ces gens-là galèrent, que comme toi, ils se cherchent aussi. Enfin, tu vois, c'est cette image que tu projettes, et puis finalement, tu te rends compte que en fait, tout le monde est dans le même bain. Ouais. Et ça, disons que ça m'a énormément aidée en termes de confiance en moi et de me dire voilà, allez, faut aller jusqu'au bout. Tu vois, maintenant je suis là, il faut avancer. Et c'est vraiment au sein de cet atelier-là que j'ai commencé à produire les premiers protos de mes luminaires. Donc il y avait les 2 projets principaux sur lesquels je bossais, c'était effectivement la lampe sorcier pour la chance, et il y avait le luminaire Raise que j'ai tissé à la main, qui lui a fini chez Roche-Beaubois. D'accord. Pour moi, c'est vraiment un objet qui est très représentatif de mon boulot parce que il est à cheval entre design indus et design plus artisanal, quoi. Oui, parce qu'en plus du côté du dessin en tant que designer, tu as aussi le côté où il faut que tu travailles avec des artisans. Il faut que tu ailles trouver les artisans. Comment est-ce que toi tu les trouves justement, ces artisans? Écoute, il y a plein de moyens. Moi, j'aime bien aller au culot, quoi. Enfin, tu vois, tu fais ma petite recherche, je d'accord. pousse une porte. Puis tu vas les voir, tu vas leur montrer un petit peu tes dessins, ce que tu souhaites faire, et ils te disent si c'est possible ou pas. Ouais, alors là, en tout cas récemment, c'était plutôt. C'est mon pour le coup, c'est mon portfolio et ce que j'ai fait dans le passé qui a amené les gens à vouloir me contacter pour justement ce genre de projet un peu hybride. Mais j'essaye de réfléchir. Le premier, je pense que c'est le projet que j'ai fait quand je suis partie au Burkina Faso. C'est un projet qui s'appelait Design for Peace. C'était un projet initié par l'UNHCR et une association qui s'appelle Africatis, qui travaille qui forme en fait des femmes ouagalaises au tissage là-bas sur place. Il faut savoir qu'il y a énormément de réfugiés maliens qui sont artisans, touaregs, qui, à cause de la situation au Mali, sont réfugiés dans le nord du Burkina Faso. Et donc, c'est l'ASSO et l'UNHCR se sont associés pour proposer cette espèce de workshop où des designers étaient invités à venir sur place pour élaborer toute une collection avec ces artisans-là, dans le but déjà de promouvoir leur savoir-faire, mais aussi de le moderniser suffisamment pour qu'ils puissent vendre leur collection à l'international, tu vois, leur ouvrir cette porte-là. Et le but, c'est qu'ils puissent être totalement indépendants, qu'ils soient plus dépendants de l'argent injecté dans les camps, qu'ils puissent regagner de la dignité aussi. Et donc, c'est la première fois que j'ai été vraiment en totale immersion dans un monde artisanal. Mais vraiment totalement artisanal. Donc, disons que là, mon métier, mon éducation industrielle, mon métier de designer était vraiment au service de l'artisanat. Et parce que souvent les vieilles techniques artisanales transmises de père en fils, tu vois, ce genre de choses, c'est des techniques qui le rendu est obsolète depuis déjà des années et ils ont du mal à se renouveler. C'est aussi tu peux très vite t'enfermer dans un métier artisanal, dans des gestes, tu vois, qui t'ont été transmis, c'est comme ça et pas autrement.
Et nous, les designers, on est ces petits cons qui viennent titiller un peu tout le bazar et qui vont le dire, mais si, on peut faire autrement, je vais te montrer. Je suis sûre que si on plie de telle manière ou si on le trempe dans telle solution, ça va donner un effet dingue. Et l'artisan, au début, t'envoie sur les roses et puis finalement, tu lui prouves par A plus B que c'est possible. Et là, il y a une super collaboration qui naît. Donc, c'est un peu... Donc c'est chouette parce que alors on a dessiné toute une collection avec de la calebasse, du fil de plastique qui est utilisé là-bas localement pour tisser du mobilier. Et donc voilà, c'était encore une fois le mot hybride revient parce que c'est vraiment ça, ce projet, c'était un mélange de la culture touareg malienne, de la culture ouagalaise, ma culture qui elle-même est hybride puisque je suis franco-polonaise et que probablement j'ai un héritage complètement différent. Donc voilà, je peux te parler pendant des heures de ce projet-là, mais voilà, juste pour te faire ressentir cette espèce de travail en immersion. Imagine-toi vraiment, t'es dans une paillote assis par terre à bosser avec ces hommes complètement fantastiques qui travaillent avec leurs mains et avec leurs pieds aussi d'ailleurs, qui bossent le métal, le cuir, qui travaillent avec des couteaux d'ébène. Enfin, t'as tout ce monde-là. Faut vraiment t'imaginer dans cette espèce d'ambiance, 40 degrés, la poussière rouge, et toi qui travailles c'est aussi vachement une aventure humaine, tu vois. Donc, pas comme ça sortir les violons, mais c'est ça qui est beau aussi dans le métier, c'est que tout d'un coup, t'as cette machine industrielle, ce côté grosse marque, gros éditeur, et en fait, partir comme ça au bout du monde et bosser avec des artisans, tout d'un coup, ça te ramène un petit peu les pieds sur terre. Et je pense que ça te fait te rendre compte. Tout d'un coup, je me suis dit, voilà pourquoi je fais ce métier en fait. Pour ce genre de moments-là, qui sont pas ils arrivent pas souvent, mais quand ils arrivent, voilà, faut les choper au vol et pas lâcher, quoi, y aller. Et donc, depuis 2013, tu as travaillé sur pas mal de projets, finalement. Entre autres, dernièrement, une création pour Maison Matisse. Oui. D'art de la table. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces projets? Donc, Maison Matisse, c'est une maison qui a été créée et imaginée par les héritiers du peintre. Et leur idée était de faire perdurer cet héritage maticien à travers une collection d'objets. Donc voilà, objets. En l'occurrence, c'est les premières collections. C'est une collection art de la table, mais avant c'était une collection de vases. Pourquoi des objets? Parce qu'ils font partie du quotidien déjà. Donc c'est aussi cette idée de ramener l'enthousiasme, l'audace et l'optimisme maticien dans les foyers, quoi. Ouais. C'est un peu cette mission-là. La première collection la première collaboration qu'ils ont fait était avec 3 gros designers. Alessandro Mendini, qui est un designer italien qui malheureusement nous a quittés à la fin de ce projet-là. Il y avait Jaime Ayon, un designer espagnol, et les frères Bouroulec, dont je parlais tout à l'heure, qui sont français. Et à chacun des 3, la maison Matisse a donné a proposé de revisiter complètement l'univers global de Matisse et de traduire à leur manière sur l'objet vase. Voilà, ça c'était une édition limitée à quelques exemplaires où chacun des 3 designers pouvait s'exprimer totalement librement. C'était vraiment une carte blanche. Quand ils m'ont approché, dans mon cas, c'était différent. Là, il s'agissait de créer la première collection faisant partie de la collection permanente, donc qui va être rééditée tous les ans et enrichie au fur et à mesure des années par d'autres collections faites avec d'autres créateurs. Donc on est toujours sur de la céramique. Effectivement, on est parti sur de l'art de la table. Et j'ai dessiné des objets voilà, avec pas mal de caractères, notamment une cruche, une série de carafes, des grandes assiettes, grands plats, voilà. Et chaque objet est tiré d'une partie, c'est ça, du tableau? Alors oui, pardon, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'effectivement, pour la collection permanente, ça a été mon cas. Je pense que ça va être le même principe pour les collections à venir.
la maison Matisse propose de partir d'un tableau en particulier. Donc c'est vrai que le choix du tableau se fait aussi, j'imagine, par rapport à l'identité du designer à qui on demande de faire la collection à ce moment-là. Dans mon cas, un des tableaux qui nous a paru totalement évident était la musique, qui est un tableau qu'il a peint en 1939, qui est un espèce de gigantesque tableau au format presque carré, où tu vois 2 femmes sur un fond de végétal, de philodendron, dont une qui joue de la guitare, et des couleurs, comme on connaît Matisse, quoi, des couleurs totalement explosives. Et un côté très graphique. Ce qui est génial en fait chez Matisse, c'est qu'il a une manière de synthétiser le monde à travers ses tableaux qui est presque comme une approche de designer. Tu vois, nous les designers, on va souvent dans le dessin, on va chercher, tu vois, la ligne la plus pure, on va simplifier, vraiment éplucher le dessin jusqu'à obtenir l'essence de l'objet. Et lui, c'est un peu cette manière-là qu'il approchait la peinture, je pense. Donc, il y avait plein de ponts hyper intéressants à faire. Et voilà, c'est ce qui a donné que ce projet était absolument génial. Donc, là, c'était à la fois un design de la forme et aussi un travail graphique, parce qu'il s'agissait de poser ses couleurs et ses motifs de manière la plus intelligente possible sur les objets. Et en tant que designer, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas de commande ? Quel est ton processus de création ? Ah, je panique. Non. Quand il n'y a pas de commande, en général, j'ai plein de projets qui traînent au four, comme je dis souvent. C'est-à-dire des dessins, des choses des débuts d'idées, des graines, quoi. J'ai une boîte à graines dans mon atelier et parfois je vais farfouiller dedans et je retrouve des vieux dessins, des idées que j'ai pas eu le temps de développer ou des choses... donc typiquement c'est mon cas en ce moment. Je suis dans une phase un peu transitoire et du coup j'en profite pour pour me remettre à jour, ressortir des dessins, fignoler il y a certains dessins que je veux envoyer à des je regarde on est dans mon atelier donc du coup je regarde les dessins en l'occurrence. Il y a des dessins que je veux envoyer à des éditeurs que j'ai découvert il y a pas longtemps et je trouve que ce projet serait parfait pour eux. Ouais. Ça passe ou ça casse, on va voir, hein, mais je suis assez maniaque quand il s'agit de créer un dossier où je présente un potentiel projet. Et parce que j'estime que quand j'envoie un portfolio avec un projet potentiel pour un éditeur, il faut qu'il puisse imaginer la pièce instantanément et que ça lui parle instantanément. Voilà. Donc, faut savoir que les éditeurs, ils reçoivent des centaines de dessins par semaine. Enfin, et encore, je pense que je suis légère sur les chiffres. Et donc, c'est important de sortir du lot instantanément, quoi. Est-ce qu'il y a un objet que tu rêverais de designer ? Oh là là. Alors, mon grand challenge, et ça fait des années que je veux le faire et j'arrive toujours pas à m'y mettre, c'est designer un canapé. Ne me demande pas pourquoi. Pour moi, j'ai cristallisé cet objet. C'est cette espèce d'objet impossible à dessiner parce que je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est bourré de normes. Puis ça va tout de suite me propulser dans un monde très indus et tu vois. Et c'est presque c'est presque inatteignable, alors qu'en fait, je suis sûre que c'est à portée de main et qu'il suffit juste que je change un peu mon approche. Il y a ça, et sinon, sur un ton beaucoup plus léger, des jouets pour enfants. Ah ouais. C'est un sujet qui m'avait déjà intéressée à l'époque de mon diplôme à la Sainte-Martins. J'avais designé une série de jouets en bois qui bougeaient tout seuls avec des caractères assez rigolos et tout. Et donc, du coup... Ça revient doucement, probablement aussi parce que j'attends un enfant et que voilà, ça te remue beaucoup de souvenirs de ta petite enfance. Mais je pense que le jouet, c'est un objet fantastique parce que t'as pas de règles. Bon, il y a des normes et tout, hein, mais c'est un objet où vraiment la fonction principale, c'est jouer. C'est t'amuser, c'est éveiller ton imaginaire, tu vois. Et en fait, c'est un monde de possibles. Donc,
Donc et en même temps, faut être, tu vois, réussir à viser juste, je pense, dans le dessin. Donc forcément, bon bah tout ce qui est forme, tu vois, les jouets en bois, des formes très géométriques, parce que ça fait écho aussi avec mon travail. Moi, de manière générale, j'aime bien utiliser, tu vois, des couleurs très primitives, des formes primitives, parce que voilà, plus c'est simple et plus c'est compréhensible. J'aime bien que mes objets soient évidents quand tu les regardes au premier abord. Bon bah, d'abord t'es touché émotionnellement parlant, l'objet t'évoque quelque chose instantanément, te fait sourire et voilà. Et derrière, bah il y a ce plaisir quoi de le prendre dans la main. Je sais pas. C'est un projet. On va voir où ça mène. Est-ce que tu peux nous raconter ta journée type? Ma journée type. Ah là là. En ce moment ou ouais, en ce moment. Quand je suis en état. Alors, je suis pas très assidue en termes d'horaire. Après, c'est un des luxes de pouvoir bosser à ton compte, c'est que t'arranges tes horaires comme tu veux. Donc, si j'ai envie de commencer à 10h du mat, je commence à 10h du mat, et si j'ai envie de finir à 23h, je finis à 23h. Voilà. Et ça dépend. L'autre jour, je me suis levée, j'ai dû aller à l'autre bout de Paris récupérer des sacs de béton chez un artisan avec lequel j'ai travaillé sur notamment le projet du Bon Marché. On a fabriqué une série de plaques en béton avec un matériau que j'ai développé pendant pas mal d'années. Il lui restait plein de sacs de gravats et de pigments et de choses comme ça. Donc voilà, je fais cet aller-retour en banlieue pour aller récupérer tout ce joyeux bazar. Je l'amène à l'atelier et là, je m'assieds, je sors une boîte avec des matériaux. Je commence à, je sais pas, à bidouiller des choses avec. 2 secondes après, je sors une feuille, je fais un croquis parce que j'ai une idée sur un autre projet qui vient de me tomber dans la tête. Je repars sur mes matériaux. Enfin, tu vois, en ce moment, c'est parce que je suis dans une phase transitoire. Je suis pas très focus sur un projet en particulier. Mais sinon, oui, je vais avoir, je peux avoir 3 jours en un jour en fait, souvent. Parce que concrètement, quand tu travailles sur un projet, combien de temps ça te prend environ? Ça va dépendre du projet, bien sûr, mais par exemple, si on reprend l'exemple de la collection pour Maison Matisse, combien de temps ça t'a pris de créer? Alors, waouh, avec Maison Matisse, on a travaillé environ, je dirais 1 an, 1 année. Ah oui. D'aller-retour alors c'était pas du plein temps, hein. Mais oui, ça a duré. Surtout que c'était leur première collection permanente, donc. Ça impliquait de développer des objets et développer toute l'identité de cette collection, etc. Enfin, c'était pas que du design, c'était pas que du dessin d'une carafe, tu vois. Ouais, ça va au-delà. C'est que tu penses, voilà, à la tête que va avoir ton objet, comment il va être fabriqué, etc. Mais aussi à tout ce qu'il va devenir dans le cadre de Maison Matisse, tu vois. D'accord. Donc ça, c'est un travail main dans la main avec l'éditeur, c'est sûr. Bien sûr. Donc là, en l'occurrence, ça prenait 1 année, mais on le savait. Enfin, je veux dire, quand on s'est rencontrés pour en parler, on savait que ça allait être un travail à long terme. Après, il y a la phase où le designer se détache de l'éditeur et l'éditeur poursuit son chemin. En travaillant avec des prestataires, tu vois, donc il y a tout un pôle chez l'éditeur qui va s'occuper déjà de développer, s'il faut développer tes produits. Oui, parce qu'on est d'accord que en tant que designer, tu as 2 façons de faire, c'est-à-dire que soit tu proposes uniquement, on va dire, un dessin à un éditeur, avec peut-être tu recommandes certains matériaux pour la réalisation en fait de ce dessin, et là l'éditeur choisit de travailler avec les artisans qui souhaitent travailler. Ou alors tu fais une livraison, on va dire, au global du produit que tu designs. Alors ouais, le plus souvent l'éditeur a déjà son lot de prestataires, enfin ses collaborateurs de son côté. Donc finalement, toi, tu vas dessiner l'objet final que tu souhaites produire, et l'éditeur va le produire. C'est ça. Okay. Donc il va vraiment chercher
il va chercher la bonne manufacture, la bonne usine, tu vois, qui travaille tel matériau en particulier. Donc je sais pas, je dis une bêtise. On cherche une usine qui peut bosser le métal. Bon, super. Mais métal, c'est un terme très large, tu vois. C'est quel métal et quelle technique. Est-ce que tu as besoin de faire de la découpe laser? Tu vas pas aller dans une fonderie, tu vois. Donc tu cherches vraiment la technique appropriée à ton dessin. Et souvent d'ailleurs, le designer, quand il dessine en ayant déjà en tête le mode de production. Tu vois, donc il a d'où l'importance d'avoir ses connaissances en technique industrielle, parce que et d'ailleurs aussi pas que en technique, mais les coûts éventuels. Tu vois, moi je vais pas m'embarquer dans un dessin d'une pièce qui, je sais, va coûter les yeux de la tête à l'éditeur, parce que déjà il va m'envoyer balader, il va me dire non, ça c'est trop cher à réaliser. Next quoi, prochain projet. Faut savoir que quand tu dessines un objet, t'as ton idée d'origine, mais forcément ton dessin va évoluer. C'est à l'arrivée, tu vas forcément, il va y avoir peut-être un angle qui va changer, une couleur qui va pas être celle que tu avais prévue, peut-être la finition, au départ tu avais imaginé un truc avec une texture hyper glossy, finalement tu te rends compte qu'un mat rugueux c'est beaucoup plus fort et ça se vendra mieux parce que c'est la tendance. Enfin, non pas que on dessine en ayant en tête les tendances, mais ça joue aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'à la fin l'éditeur, lui, il a le flair, tu vois, il va déceler dans ton objet le potentiel. Et effectivement, quand ils te font confiance, ils s'engagent, c'est-à-dire qu'ils prennent sous leur aile le développement d'un produit en faisant le pari que ça va fonctionner. Et alors là, quand tu me parlais justement je reviens à ta question de timing. Un produit, entre le moment où il a été pensé et dessiné et le moment où il sort sur le marché, il peut s'écouler 2 ans facile. Pas toujours. Mais c'est vrai que souvent, voilà, des objets comme les canapés, les assises, qui demandent plus d'approche technique et ce genre, enfin, tu vois, de développement, c'est des produits, qui sortent au bout de 2 ans, easy. Et encore, ils passent par l'étape, souvent du salon. Donc, je te parlais de Maison Objet, par exemple, tout à l'heure, où t'as la grande Fiera à Milan qui a lieu tous les ans. Et c'est le moment où les gros éditeurs, gros et petits d'ailleurs, sortent toutes leurs nouveautés et testent en fait le produit auprès de distributeurs. Et c'est à ce moment-là que tu vois si déjà il y a un potentiel commercial, quoi. Et il se peut qu'il n'y ait pas de potentiel. Il se peut qu'il n'y ait pas de potentiel commercial. Tout et ça alors pour là, ça. voilà, tout ça pour ça, tu peux avoir des produits qui passent à la trappe. D'accord. Et qui sont alors. Bon, ce qui est chouette, c'est que souvent le designer peut récupérer son dessin et éventuellement le représenter ailleurs, mais bon, c'est rare que ça se fasse parce que si ça a pas marché, c'est qu'il y a une raison. Puis t'as un peu cette sensation de recycler, tu vois, qui est pas. Et toi, comment ça se passe? T'as une com à chaque fois qu'un objet est vendu? Ouais, en gros, c'est une redevance ou en royalties. Et en fait, c'est un pourcentage que tu perçois pour tes droits d'auteur. D'accord. Sur toutes les pièces vendues. Donc après, il y a différentes conditions selon les éditeurs. C'est un peu la roulette russe. Il n'y a pas de règles en fait, malheureusement. Il n'y a pas de règles qui ont été établies. Ou alors c'est des règles qui ont été établies à l'époque où le métier de designer se cantonnait à faire un dessin qui de toute façon était ensuite développé par des ingénieurs. Donc oui, quand tu touches 5% sur une pièce. Dans ce cas-là, si c'était juste un dessin, bon, ça se vaut, quoi. Mais là, on est dans une époque où le designer n'est plus juste un dessinateur, il est aussi développeur, il est chercheur. On va nous-mêmes fabriquer, mettre les mains dans le cambouis, tu vois, fabriquer les pièces, essayer des protos, aller à la rencontre des artisans ou des manufactures. Enfin, tu vois, on est beaucoup plus engagé dans le procédé et dans le processus de création et de production. Et c'est vrai que du coup, de nos jours, ce pourcentage, il paraît très léger par rapport au travail fourni, quoi, et à l'investissement qu'on met dans ce métier-là. Voilà, je profite de ton podcast pour faire un coup de gueule. mais oui, après le format peut varier. Tu peux travailler, tu peux très bien être une marque peut te demander de travailler sur toute une collection qui va te demander du temps et dans ces cas-là tu changes ton procédé et tu proposes plutôt une rémunération sous forme d'un espèce de forfait par exemple. Donc
voilà, tu peux adapter quoi à la situation et du coup être payé tant pour le développement d'une collection et tant en royalties par exemple. Et qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui souhaiteraient s'orienter vers le design? Ah là là, de croire à son instinct. C'est le plus gros. Et c'est marrant, encore hier, j'ai eu un moment de panique où je me disais, mon Dieu, mais dans quelle direction je vais? Et je me suis souvenue encore une fois que voilà, il faut croire en son instinct. C'est des métiers, comme je te disais, c'est des métiers créatifs, des métiers de personnes sensibles et je pense que l'instinct joue un grand rôle quoi. Et là, en ce moment, mon instinct me dit de m'intéresser au monde du jouet. Alors, sous quelle forme? Ça se trouve, je sais pas, des jouets. Ça peut être des jouets pour grands enfants aussi, hein, tu vois. Mais non, pas avoir. Enfin, c'est des métiers durs, hein, de manière générale. Déjà, être free, c'est dur dans n'importe quel métier. Et être free dans un métier créatif, faut être maso, je crois. Faut être maso. Mais non, mais t'es passionné. De toute façon, si tu vas dans ces milieux-là, tu vois, on est dans ton thème, là. Tu peux que être hyper passionné non, oui, être curieux, constamment aller se nourrir d'expos, de voyages, de rencontres, de discussions, de livres, de tout ce que tu peux, quoi. Tout ce que tu peux ingérer parce que c'est des métiers dans lesquels ton cerveau il a besoin de nourriture pour créer et voilà, et ces jeunes que tu vois passer des heures sur des sites comme Pinterest à regarder les tendances, ils pourront pas innover. Tu peux pas innover en regardant des trucs qui ont déjà été faits, tu vois. Donc moi ça me fait marrer ces systèmes de on va créer un mood board avec tous les canapés qui sont sortis cette année dans une tendance green, enfin tu vois, c'est n'importe quoi, arrête, sors de ton ordi là, dégage la tête de ton écran et va mettre le nez dehors pour trouver une inspiration là où personne l'attend en fait, tu vois. Enfin pour moi c'est ça en tout cas, être dans une perspective de créer du nouveau quoi. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et surtout que tu me le disais juste avant notre discussion que finalement tout ce qui est autour de nous a été pensé par quelqu'un. Oui, mais ça on l'oublie, on s'en rend même pas compte en fait. Ouais, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est chouette, c'est que regarde là typiquement, on est dans mon atelier, il y a un bureau, une tasse, une bouteille d'eau, une chaise, la fenêtre, le cadre de la fenêtre, la lampe halogène au-dessus. Et en fait, on vit dans un monde où absolument tout a été pensé par l'homme. Tout ce qui est pas nature, quoi, en fait. Et c'est marrant quand tu fais une pause à un instant, t'es au resto, tu regardes ta fourchette et tu te demandes mais qui l'a dessiné et comment il l'a pensé, pourquoi il l'a pensé sous cet angle-là, tu vois. Et les histoires, il y a des histoires super. Je sais pas pourquoi là, je pense au verre du Ralex par exemple, tu vois. Ouais. Ce fameux verre qu'on a tous eu dans nos cantines, dans lequel tu lisais ton âge au fond du verre quand t'avais fini ton eau. Bon bah voilà, c'est des objets qui portent ces histoires-là. Il y a un petit côté nostalgique et en même temps c'est un produit qui a révolutionné ce business là parce que c'était les premiers verres totalement incassables ou presque, tu vois, produits en Picardie dans un petit coin paumé, tu vois, et voilà, et tout ça suffit à constituer une carte d'identité de cet objet. Et moi c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est les histoires qu'il y a derrière les objets. Donc c'est vrai que dans le monde purement industriel, souvent on laisse pas voir l'envers du décor. Et t'as pas souvent l'occasion de raconter. Maintenant ça revient de plus en plus quand tu vois les industriels ou les éditeurs justement à l'occasion de salons, t'as souvent le petit catalogue ou le petit film qui accompagne le produit où tu vois tel mec en train de travailler sur l'assise ou je sais pas quoi. On utilise de plus en plus l'histoire de la fabrication de l'objet par exemple pour promouvoir un produit. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve. C'est ce qu'il y a raconté derrière. Et puis après,
l'histoire que toi tu en fais en tant qu'utilisateur, parce qu'une fois que tu as acheté ton verre Duralex, c'est quoi la vie qu'il va avoir chez toi, tu vois. Est-ce que c'est un verre, enfin je parle de ce verre-là, mais est-ce que c'est un objet que tu vas transmettre? Ça c'est une grosse question aussi de nos jours. C'est on est en train doucement de sortir de cette espèce overconsommation, à bouffer du Ikea à tout va. Ikea attention, c'est pas une critique, hein, c'est une entreprise qui a complètement révolutionné la manière de vivre et qui a permis à tout le monde qui a démocratisé le design vraiment. Mais il y a aussi l'envers du décor, c'était aussi ce problème de que tu perdais ton identité. Tout d'un coup, tout le monde se retrouvait avec cette fameuse Billy chez soi et tout d'un coup, t'es en pleine crise identitaire à te demander mais est-ce que je suis comme monsieur et madame tout le monde? Non, j'ai envie de quelque chose voilà. Donc là, il y a un regain d'intérêt pour des produits qui sont peut-être un petit peu plus chers, mais mieux réalisés, plus singuliers, des choses que tu peux transmettre à tes enfants. Faut pas oublier qu'à l'époque, nos parents, ils économisaient pour s'acheter un canapé. Et ils économisaient longtemps. Et c'était un canapé qui restait là chez soi toute une vie. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas, donc voilà, on y revient doucement. D'où l'intérêt, encore une fois, de cet artisanat et du travail de la main. Ça permet à chaque objet d'être unique, en tout cas d'apporter une âme supplémentaire aux objets. C'est une âme qui s'est un peu perdue avec le monde industriel. Donc voilà, j'essaye de recoller les deux bouts. Et enfin, dernière question, si on veut en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on va? On va sur mon site internet, qui est www.martabakowski.com, ou sinon vous tapez mon nom... Sur Internet, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, oui, je suis sur Instagram, plus trop sur Facebook, mais Instagram parce que c'est un outil sympa pour montrer. C'est assez adapté au métier visuel, donc voilà, je vous invite à aller là. Eh ben merci beaucoup Martha. Merci à toi Sarah. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et un grand merci à Martha d'avoir pris le temps de partager son parcours. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous avez sûrement aimé cet épisode. Je vous invite donc à en parler autour de vous et à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Caféine revient en septembre et d'ici là, je vous souhaite à tous un très bel été.